J'appelle son auteur, Philippe Curie. Philippe Curie, directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche et de développement. Alors, y a-t-il encore des poissons, Philippe? Est-ce qu'on en a encore pour longtemps? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour en garder quelques-uns? Voilà surtout le thème de l'intervention. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir et puis aussi un grand privilège de participer à ces tables rondes. Et je voudrais bien sûr remercier les organisateurs. Merci Daniel, merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Contrairement à ce qui a été dit hier, on est toujours des chasseurs-cueilleurs. Nous sommes toujours des chasseurs-cueilleurs et la pêche, c'est notre dernier grand modèle d'une relation forte avec la nature parce que c'est l'exploitation d'une ressource sauvage à une échelle industrielle. Donc la pêche, c'est un extrêmement beau modèle. Donc je vais vous parler de ce futur de l'exploitation et je vais le faire en deux temps. En deux temps, d'abord, vous parler un petit peu de ce développement des pêcheries mondiales, tel qu'il s'est produit depuis que l'homme pêche, c'est-à-dire depuis toujours, et une pêche qui était sans limite parce que c'était cette flèche du temps et sans grande contrainte écologique, je dirais. Et puis aujourd'hui, où on est dans un monde quand même, un monde plein, un monde avec, on le sent, des contraintes fortes de ressources. On en a parlé au cours de ces 2 dernières journées. Imaginez des visions, des scénarios possibles pour rendre ces pêches viables et cette cueillette en milieu aquatique viable. Alors, bien sûr, on a toujours cette vision du milieu marin comme un milieu inépuisable. Et pour l'illustrer, il y a vraiment cette mosaïque du premier empire romain. Et vous voyez, il y a les hommes qui sont là avec leurs lignes, leurs filets, au milieu d'une diversité méditerranéenne très grande, très abondante. Et donc, les ressources sont apparues très tôt comme inépuisables. Alors, il y avait très tôt, entre le XVe et le XVIIe siècle, différentes tendances pour l'appropriation du milieu marin. Et il y avait une tendance forte, c'était le mare clausum, c'est-à-dire qu'on allait s'approprier, comme on s'était approprié les terres, on allait s'approprier les mers. Et il y avait une tendance un petit peu opposée, qui était le mare liberum, c'est-à-dire est-ce qu'on va maintenir l'espace marin ouvert aux grandes conquêtes, à l'expansion humaine, aux grandes navigations, aux grandes explorations et exploitations. Et il y avait ce jeune prodige, Grotius, hollandais, et je dis prodige parce qu'il rentrait à l'université à 11 ans et à 13 ans, il rédigeait sa thèse. Voilà, donc quelqu'un d'assez rapide et qui avait fait ce document tout à fait fondateur, c'était Mare Liberum, c'est-à-dire les mers sont en accès libre, et un des arguments qu'il utilisait, c'était la pêche en mer est libre, donc un espace ouvert où l'activité chasseur-cueilleur pouvait totalement s'exprimer, car il est impossible d'en épuiser les recherches. Alors on va faire des sauts dans le temps. 300 ans plus tard, il y a le Thomas Huxley qui avait réfléchi à la place de l'homme dans la nature et qui se demandait est-ce que les ressources marines étaient surexploitées. Donc là, c'était la conférence de Londres. La conférence de Londres 1883, c'est une des premières conférences où on s'interroge sur nos ressources renouvelables. Et donc, il y avait une interrogation qui était forte parce que, en réalité, dans nos rivières, l'exploitation du saumon, notamment, avait connu des surexploitations et on en était conscient. Donc, on se disait l'activité humaine peut surexploiter ces ressources. Donc, mais à l'époque, c'est vrai, il y avait peu de pêcheurs et puis il y avait très peu de ressources surexploitées. Donc, Thomas Huxley, qui était l'ami de Darwin, disait avec les taux d'exploitation qu'on produit, il n'y a pas de problème. Alors, il y a une autre conférence qui était tout à fait clé dans la gestion de nos ressources, c'était celle de Rome en 1955, où là, il y a les mathématiciens qui nous ont dit, voilà, on va modéliser la nature, et on va la gérer avec un modèle mathématique qui est très simple, c'est un modèle en cloche, c'est-à-dire que tant qu'on prélève dans le milieu naturel, on va augmenter le nombre de bateaux, le nombre de pêcheurs, jusqu'à une certaine limite, et puis là, après, si on met trop de bateaux, trop de pêcheurs, la courbe en cloche va s'infléchir, et donc, la science, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va repérer ce seuil-là, et puis, tant qu'on n'a pas atteint ce seuil, on pêchera et les mers seront en accès libre. En réalité, on est dans les années 50, et dans les années 50, ce rendement maximum durable, donc ce haut de la courbe en cloche, il n'est pas atteint. Donc, en réalité, cet indicateur, produit par les mathématiciens, a été un outil de globalisation des pêches, car on va le voir, les pêches sont globales. Alors, aujourd'hui,
Ça, notre appétit pour le poisson, on le sait, est grand. Et ça, c'est la courbe peut-être la plus importante, et c'est celle qui affole la FAO tous les 2 ans quand elle produit son rapport sur les pêches. C'est la courbe, alors vous regardez simplement sur cette courbe les barres verticales, et vous voyez une croissance fantastique. On est passé, et ça c'est la consommation individuelle d'un terrien, dans les années 50 et dans les années 2012, à la droite de la courbe. Donc ça, en réalité, notre appétit n'a pas cessé depuis les années 50 d'augmenter. Dans les années 50, on mangeait par habitant terrestre, on mangeait 3-4 kilos de poisson. Aujourd'hui, on en mange 20 kilos. Bien sûr, avec des disparités absolument extraordinaires. Donc ça vous dit que ça, c'est une consommation moyenne per capita. Donc il faut multiplier par la population, qui est bien sûr passée de 3 milliards à 7 milliards. Donc ça vous donne l'impact et la pression sur les écosystèmes marins. Alors ça se transcrit par quoi ? Par des pêches qui doivent toujours plus produire. Toujours plus produire. Alors là, on a depuis les années 50 la production en bleu clair par la pêche, par l'activité de cueillette, de chasse en milieu aquatique, c'est-à-dire la pêche. Et puis vous voyez, pour soutenir cette croissance très forte, vous avez ce qui est relayé depuis les années 80, où on observe une stabilité quand même de ces pêches, une aquaculture qui vient combler finalement ce manque de production en produits marins. Alors les captures, on le voit depuis les années 80-85, sont en réalité stables. Alors on pourrait se dire, mon Dieu, voilà bien une gestion des ressources qui permet d'optimiser finalement la capture. En réalité, ces captures qui sont à peu près stables, c'est la flèche bleue, résultent d'une dynamique extrêmement... une dynamique ce qu'on appelle de l'effort de pêche qui n'a pas arrêté d'augmenter depuis les années 80-90. Et vous le voyez, c'est cette flèche rouge, c'est-à-dire l'effort de pêche au niveau mondial, il a tout simplement quadruplé. Quadruplé, ce qui fait dire aussi à la FAO qu'il y a beaucoup trop d'impact et ce qu'on appelle l'effort de pêche, c'est-à-dire des nombres de bateaux, des nombres de pirogues, des nombres de pêcheurs, des nombres de filets, des nombres d'hameçons. Alors, en réalité, il y a le nombre de pêcheurs, mais aussi l'innovation. On voit toujours l'innovation, vous savez, l'innovation scientifique comme quelque chose qui va régler tous nos problèmes. En réalité, ça peut aussi en créer quand on crée une technologie de pointe qui est beaucoup trop efficace par rapport à un système naturel qui se renouvelle assez lentement et avec ses cycles particuliers. Alors, moi, je suis dans un laboratoire à l'IRD, et alors, vous savez, on travaille beaucoup dans l'océan Indien. Et dans l'océan Indien, moi, j'ai des chercheurs là, qui ont travaillé depuis très longtemps. Et là, voilà un bateau, par exemple, dans les années 50. Ça, c'est un seineur, c'est-à-dire un filet qui attrape les thons dans l'océan Indien. Voilà comment était un bateau dans les années 50. Au milieu, vous avez les années 70. Et puis aujourd'hui, vous avez un bateau dans les années 2000. Alors, bien sûr, il y a la taille qui est impressionnante. Il y a les filets, la taille des filets, mais il y a aussi toute l'électronique à bord, le GPS, les faisceaux, les radars, les faisceaux, les sonars, etc. Aujourd'hui, on est capable de détecter un thon à 3 km à la ronde. Donc, il y a cette puissance de pêche. Pour vous illustrer simplement cette puissance de pêche, la figure du milieu. Alors, il y a un chercheur, là, Alain Fontenot, il a suivi ce bateau-là, le bateau des années 70, parce qu'il existe toujours. Depuis les années 70, il pêche. Et ce bateau-là, en réalité, il a pêché depuis... Donc, il y a le même capitaine. Donc ça, on peut avoir une comparaison de son efficacité au cours du temps. En réalité, ce bateau-là, il pêche 7 fois plus, alors que l'abondance a diminué de moitié. Donc, c'est aussi une puissance de pêche qui n'a pas cessé d'augmenter. Il y a l'expansion latitudinale de la pêche. La pêche, vous le voyez, ça c'est en rouge, en orangé. C'est comment les pêcheries ont colonisé les latitudes, la latitude. Et on voit aujourd'hui, depuis les années 80, que toutes les zones marines sont aujourd'hui exploitées. Alors, la pêche, le poisson, c'est une activité d'extraction et de chasse, et c'est une activité mondiale. Les pays en développement sont sous la pression de pêche. Pourquoi ? Parce que le poisson a été, et ça c'est une chose intéressante, c'est une matière première qui est parmi les plus échangées. Moi j'ai beaucoup travaillé au Sénégal, et au Sénégal, si vous allez même sur le bord de la plage, vous savez, le pêcheur en pirogue, qu'est-ce qu'il fait s'il y a un beau poisson ? Il le met tout de suite dans une petite caisse en polystyrène, et ça part tout de suite sur le marché de Rungis, de New York ou de Tokyo. Donc c'est
une des denrées les plus échangées au niveau mondial, 40%. Et ce qui est étonnant, c'est que comparé au blé, 20%, ou au riz, 5%, parce que le riz est finalement très consommé localement. Alors, il y a, bien sûr, je vous ai parlé de la consommation moyenne, mais il y a des grandes disparités. Et nous sommes de gros mangeurs de poissons en Europe, au Japon et aux USA. Si on somme ces trois zones, ces trois grandes zones et pays, on obtient à peu près une trentaine de millions de tonnes de poissons, c'est-à-dire 35% des captures mondiales. Alors, bien sûr, elles se font aux dépens, parce que la plupart du poisson que vous mangez n'est pas pêché en Méditerranée ni devant nos côtes, il est pêché dans les pays du Sud. Et vous avez sur cette carte en rouge l'impact de la zone Europe, USA, Japon sur les pêcheries. C'est-à-dire que les 2 tiers ont été des pêcheries nous alimentent. En Europe, 65% du poisson que vous mangez vient des pays du Sud. Donc c'est tout à fait stratégique, je dirais, pour les rapports Nord-Sud. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que 37% des captures sont transformées en farine de poisson. Les 10 millions de tonnes qui sont pêchées annuellement au Pérou sont intégralement transformées en farine. Et puis, il y a aussi, pour l'Afrique, 3 millions de tonnes qui sont capturées en Afrique par la Chine, notamment, en dehors des statistiques officielles. Alors, cette emprise de la pêche sur les milieux ont bien sûr un effet sur l'écologie et le fonctionnement des écosystèmes. On va regarder ça un petit peu de près. Il y a, bien sûr, on cible préférentiellement tous ces gros animaux qui sont des gros poissons que vous connaissez bien, les requins, etc. Donc, on assiste à une diminution en abondance de ces poissons. Alors, vous savez, quand on travaille sur la pêche, moi, c'est ce que je fais. Je suis ce qu'on appelle un halieute, et on estime qu'il faut, bien sûr, quand on exploite, l'abondance diminue. Mais elle ne devrait pas diminuer au-delà de 50%. Et il y a pour beaucoup d'espèces des diminutions au-delà de 50%. Donc, comme vous voyez, là, c'est 80-90%. Je dirais notamment pour, par exemple, les requins, les gros marlins. Et puis aussi, dans les écosystèmes marins, on a les tortues marines ou les oiseaux marins. On va y revenir. Alors, la pêche, en réalité, c'est la flèche du temps. C'est-à-dire qu'on a été pêché on a pêché donc avec une intensité grandissante, on l'a vu, avec notre appétit croissant, et puis on a pêché des espèces qui étaient les grosses espèces de valeur commerciale, donc on a pêché aussi de plus en plus bas dans les chaînes trophiques. Donc, le milieu marin change, il change. Et par exemple, dans l'Atlantique nord-ouest, on a regardé quelle était la taille d'un poisson moyen, le poids, dans les années 70 et aujourd'hui. Si vous mettiez un masque et puis vous alliez dans ces zones dans les années 70, le poids moyen était de 800 grammes. Aujourd'hui, il est de 200 grammes. Donc, on voit bien, et ça c'est une donnée tout à fait scientifique, issue des meilleures bases de données de scientifiques expérimentales, on voit que le milieu marin change et on s'achemine, on pêche de plus en plus des petits poissons, soit en taille, soit des espèces comme des poissons fourrages, je sais pas, les sardines, les anchois, etc. Alors pourquoi finalement on s'en aperçoit pas plus et on réagit pas plus? Alors je voudrais insister un tout petit peu sur un syndrome, c'est le syndrome de la dérive des points de référence. En réalité, d'une génération à l'autre, on s'habitue à ce changement et au fait que la nature, finalement, et la productivité diminuent considérablement. Alors là, c'est un dessin, vous voyez, un dessin d'un vieux pêcheur en Californie dans les années 40. Voilà, il a une image avec un écosystème très productif, avec des requins. Au milieu, bon, dans les années 70, déjà, il a une image de la productivité des océans bien moindre. Et si vous prenez un jeune aujourd'hui, voilà, il va voir un écosystème où il y a très peu de poissons, où ils sont très petits, etc. Alors pourquoi j'insiste sur ce syndrome? Parce que je l'ai vécu. Moi, ma première affectation, c'était au Sénégal, et je pêchais, et je travaillais sur les pêches artisanales. Et chaque pirogue ramenait des mérous. Des mérous, c'est une grosse pêche traditionnelle au Sénégal, donc des mérous qui faisaient 1 mètre de long, et vous aviez une pêche artisanale avec 3000 pirogues qui ramenaient à saison de pêche entre 3 et 80 mérous. Alors, on peut retourner au Sénégal aujourd'hui. Si vous
trouver un mérou toutes les 10 pirogues ou toutes les 20 pirogues alors qu'il y en a 12 000, vous aurez beaucoup de chance et la taille est très faible. Donc aujourd'hui, quand j'interroge les jeunes chercheurs qui viennent, je leur dis alors, vous avez suivi cette pêcherie-là? Oui, ça va, tout va très bien, mais quand on a connu les années 80 où il y avait cette productivité absolument extraordinaire en mérou et où aujourd'hui il y en a plus que 4% de ce qu'il y avait en termes de pêche, voilà, c'est ça ce syndrome de la dérive des points de référence, c'est-à-dire qu'on s'habitue à une nature et à une productivité minorée des océans. Alors jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Alors j'ai travaillé aussi en Namibie, en Afrique du Sud. Alors en Afrique du Sud, c'est la courbe du bas, vous voyez, les stocks sont très bien gérés, et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, mais je voudrais retenir votre attention sur la Namibie, où là, on a fait presque une expérimentation à grandeur nature, c'est-à-dire qu'on a vraiment tout pêché, notamment tous ces petits poissons qui étaient les sardines et les anchois, et on les a complètement retirés, puisque c'est un écosystème qui devait produire, vous voyez, ce paquet noir là sur la courbe du haut, qui devait produire 10 millions de tonnes de sardines, et dans les années 80, le stock s'est complètement effondré, et ça a eu des conséquences très fortes sur l'écosystème. Alors la première conséquence, c'est qu'on a retiré donc toute cette abondance d'un poisson qui est absolument clé pour le fonctionnement, parce que c'est un poisson, ce qu'on appelle un poisson fourrage, hein, c'est un poisson qui sert d'aliment aux autres, donc ces sardines et ces anchois, et la nature ayant horreur du vide, elle a été remplacée par autre chose, cette sardine, et ce sont les méduses qui sont venues, et on lit dans les articles namibiens la présence de méduses très, très sporadique, comme on l'a dans plein d'écosystèmes, et depuis les années 80, il y a environ entre 12 millions et 40 millions de tonnes de méduses qui sont là de façon permanente. Alors ça, c'est une chose, on n'y croyait pas. On n'y croyait pas parce que en écologie, vous savez, il y a un terme, il y a ce qu'on appelle un changement de régime. Alors un changement de régime, c'est vraiment quand l'écosystème marin bascule et va se mettre à produire autre chose, et ça de façon durable. Donc on l'avait observé dans les lacs, dans des écosystèmes qui étaient vraiment perturbés, ou qu'on pouvait vraiment perturber expérimentalement, mais dans le milieu marin, on n'avait pas ça. Alors ça, c'est vraiment une chose, je dirais, qui a été la conséquence de la surexploitation. Alors, Alors, les conséquences de ces méduses, c'est bien sûr que, comme il y a 3 fois plus de méduses que de poissons, voilà ce que peut donner un trait de chalut. Vous voyez, les pauvres pêcheurs, ils sont là à trier des petits poissons au milieu de méduses. Donc c'est vraiment un gros problème pour la pêche, et c'est un gros problème pour l'écosystème en général. Bien sûr, tous les prédateurs qui s'alimentent sur ces sardines et ces anchois, c'est-à-dire le manchot, le fou du Cap, ont diminué de façon drastique parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Et comme ils ne mangent pas de méduses, donc 77%, 94%, en l'absence de leur proie. Vous voyez une photo à Lüderitz qui a été faite en 1930, et aujourd'hui, il n'y a plus de manchots. Alors, on peut se demander, on a vu hier M. Mazoyer qui nous a fait l'histoire néolithique et le passage du chasseur-cueilleur à l'élevage et puis à l'agriculture. Alors, on peut se demander, mais est-ce que la pêche, finalement, c'est pas un peu le même problème qui est en train d'arriver, avec un décalage temporel de quelques milliers d'années, en milieu marin? Est-ce que le fait de surexploiter, ça ne va pas nous amener dans le milieu marin à mieux contrôler finalement la production, ne plus laisser cette production sauvage, mais voilà. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de suivre le même destin que celui de la chasse pour devenir une activité récréative, et puis remplacer ça, par exemple, par l'aquaculture? Alors, ça, c'est une question, je dirais, qui est importante parce qu'en réalité, elle est abordée de façon récurrente. Voilà, donc ça fait régulièrement la manchette des journaux sur le futur de la pêche. Le futur de la pêche. Alors, le futur de la pêche, en réalité, on ne pourra pas se passer de 100 millions de tonnes de poissons. Hier, dans Nature, il y a eu un article de notre collègue et ami Daniel Poli qui va publier cette année revisiter cette courbe, vous savez, que je vous ai montré, de production en poissons. Et en réalité, ce qu'il va montrer, c'est qu'elle est beaucoup plus importante que ce que je vous ai dit.
C'est-à-dire qu'on ne produit pas vraiment 80 millions de tonnes, mais on en produit beaucoup plus, parce qu'il a refait toutes les statistiques de la FAO, il a été dans chacun des écosystèmes, il a évalué les pêches récréatives. Dans les pays du Sud, toutes les pêches faites par les femmes, les enfants, les pêches artisanales qui ne sont pas déclarées dans ces statistiques FAO. Donc ça va nous amener aussi à repenser en termes de sécurité alimentaire ce que produit la pêche. Alors, revenons à notre futur des pêches. Alors c'est vrai qu'on a tous, bien sûr, une vision différente. On a les pêcheurs, bien sûr, ils veulent pêcher. Les consommateurs, ils veulent du poisson qui soit pas cher. Les conservationnistes veulent protéger certaines espèces emblématiques, etc. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir une vision. Alors, bien sûr, une vision, en réalité, c'est la seule chose qui permet de changer notre futur. Alors, c'est une vision, bien sûr, partagée d'une société durable, désirable, mais aussi qui soit juste et équitable pour toute l'humanité, bien sûr. Mais je dirais ce qui est nouveau, c'est que ça soit aussi pour les autres espèces et pour les générations futures. Alors ça, vous savez, les générations futures, en réalité, on ne s'en soucie pas vraiment. Par exemple, quand on parle avec des économistes, on leur demande dans vos modèles comment vous intégrez les générations futures. Ils n'intègrent pas les générations futures dans leur modèle. Alors, cette vision, en réalité, elle existe. Elle existe et elle est, je dirais, c'est un peu révolutionnaire d'ailleurs, parce que dans nos sociétés occidentales, c'est la première fois qu'on a cette vision d'une approche écosystémique des pêches qui entend réconcilier l'exploitation et la conservation des espèces marines, qu'elles soient exploitées ou non. Donc on se soucie aujourd'hui, bien sûr, on va se soucier des sardines, mais aussi on va se soucier aussi par exemple, des oiseaux marins. Donc ça, cette intégrité de la nature, cette intégrité des écosystèmes est au cœur de cette approche écosystémique des pêches. Donc vous l'aurez compris, ces trois objectifs, maintenir la biodiversité, le niveau des captures, et puis aussi les emplois dans la pêche. Bien sûr, je ne vous en ai pas parlé, mais ces emplois dans la pêche, ils fondent comme neige au soleil. Alors je vous ai montré cet effort qui monte beaucoup dans les pays mais en réalité, c'est tous les pays du Sud où toute la pauvreté va à la pêche, parce qu'il n'y a pas besoin de foncier pour acheter un bateau, etc. Donc en réalité, dans les pays européens, l'emploi se réduit, il s'est réduit en France de 30 000 à 10 000 pêcheurs. Donc c'est aussi maintenir, c'est l'objectif, je dirais, l'indicateur clé, c'est maintenir cet emploi. Alors ça, c'est pas, je dirais, une vision simplement d'un groupe d'écologistes ou quoi que ce soit, c'est aussi une vision au niveau des Nations Unies qui a construit depuis les années 60 différentes étapes sur les pêches responsables, sur qu'est-ce que c'est que l'approche écosystémique. Et puis aujourd'hui, il y a eu Johannesburg en 2002, en fixant des objectifs sur la mise en œuvre de cette approche écosystémique, la mise en œuvre avec des objectifs de réduire la biodiversité. Alors bien sûr, on n'y est pas vraiment arrivé parce que c'était en 2010. Donc après, il y a eu Aichi, et ce qu'on appelle les Aichi Targets, c'était les objectifs d'Aichi, ce sont ceux-là. C'est d'avoir des écosystèmes sains et viables. Alors, l'approche écosystémique, c'est éviter la dégradation, bien sûr, de ces écosystèmes marins, minimiser le risque des changements irréversibles, et puis, comme on l'a vu, par exemple, en Namibie, où s'installent de façon durable ces méduses. Ça, on n'en veut pas. Voilà, donc, et c'est obtenir et maintenir des bénéfices écosystémiques. Alors, comment on fait ça? Je vais vous le montrer. Comment on met ça en œuvre? Comment on met ça en œuvre scientifiquement? Et puis après, côté opérationnel. Alors, scientifiquement, la question qu'on s'est posée, nous, c'était finalement... vous voyez, il y a besoin de ces poissons fourrages, de ces sardines, de ces anchois. Combien est-ce qu'il faut en laisser dans la mer pour nourrir les prédateurs, notamment les oiseaux? Voilà, ça c'était une question qu'on avait. Alors ce qu'on a fait, on a réuni tous les chercheurs du monde qui travaillaient sur les oiseaux, qui travaillaient sur les ressources de poissons. Puis on leur a dit, voilà, alors on va regrouper toutes les données, on va faire une analyse mondiale, globale. Donc vous voyez, il y a tous ces différents écosystèmes pour 14 espèces d'oiseaux dans différents écosystèmes. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on a mesuré? Pour chaque point que vous voyez sur la courbe, c'est une donnée annuelle. C'est-à-dire que les écologistes, ils ont été mesurer l'abondance du poisson dans la mer, et ils ont été mesurer aussi le nombre d'oiseaux et d'oisillons, et voir le succès de reproduction de ces oiseaux. Alors, c'est cette courbe-là. Alors, vous voyez, 438 années d'observation, en réalité, c'est un travail absolument phénoménal. Et ce qu'on voit sur cette courbe, c'est qu'il y a une inflexion, vous voyez, de la courbe, et cette inflexion, elle est à peu près au tiers de
de ces valeurs supérieures, ce qui veut dire que finalement, pour maintenir les prédateurs dans un milieu marin, il faut garder à peu près un tiers de l'abondance de ces sardines et de ces anchois, de l'abondance maximale. Donc, vous voyez, c'est possible de définir des nouveaux indicateurs. Alors, cette approche écosystémique, en réalité, elle est diversement perçue, cette vision, mais elle a été, dans certains pays avec lesquels j'ai travaillé, cette approche, elle a été mise en œuvre, et par exemple, elle a été mise en œuvre de façon spectaculaire, je dirais, originale à l'époque, parce qu'on n'en parlait pas tant que ça, depuis une vingtaine d'années, en Afrique du Sud. Et vous avez vu tout à l'heure sur mon petit graphe, il y avait la Namibie qui avait mal géré ses ressources, et un pays qui avait bien géré, et qui avait géré avec l'approche écosystémique. Alors, ils viennent de publier une espèce de synthèse en termes de gestion de ces ressources qu'ils avaient fait, et pour essayer de voir quels étaient les points forts. Alors, j'en ai tiré deux, bien sûr, on peut en discuter, il y a beaucoup de points, mais les deux points les plus forts, c'est d'abord d'avoir une science qui soit intégrée, articulée. Alors, quand on va en Afrique du Sud, quand on va à l'Université du Cap, il y a le département de mathématiques, de zoologie, de biologie, de scénographie, mathématiques statistiques, et il y a l'Institut en ville, là, qui s'appelle le Sea Fisheries, qui est l'équivalent de l'Ifremer sud-africain, qui travaillent ensemble, et qui produisent une expertise commune. Enfin, une expertise commune. Des fois, ils ne sont pas d'accord. Alors, il y a aussi le deuxième point, c'est l'engagement de toutes les parties prenantes dès le début du processus de gestion des ressources renouvelables. Et ça, ils insistent beaucoup, et c'est le directeur du Sea Fisheries qui écrit la chose suivante. Il faut impérativement qu'il n'y ait pas que la gestion ne se fasse pas par lobbying, c'est-à-dire que ce ne soit pas le lobby le plus puissant qui définisse la gestion. Alors, ils ont travaillé ça et ils disent, voilà, il faut réunir dès le début du processus appelons ça le consensus, toutes les parties prenantes, que ce soit bien sûr les pêcheurs, les organisations industrielles, que ce soit les décideurs, mais aussi les ONG, ils insistent beaucoup là-dessus, les certificateurs, etc. Donc que toutes les parties prenantes, dès le début, participent. Alors, je ne vous dis pas qu'ils sont d'accord, souvent c'est assez chaud, les réunions, j'ai participé à ces réunions, c'est chaud, mais ça permet d'évoluer par consensus sur les grandes questions qui sont clés à cette approche écosystémique des pêches. Donc, alors en Europe, on a aussi une initiative qui est, je dirais, intéressante. Espérons que ça ne devienne pas une usine à gaz, simplement. C'est ce qu'on appelle la directive 4 pour la stratégie du milieu marin. C'est-à-dire, l'Europe a défini un ensemble d'indicateurs, il y en a 11, pour définir un état de santé des écosystèmes. Et ça, c'est une bonne chose, parce que finalement, notre vision, c'est de maintenir cette intégrité, cette productivité des océans dans le long terme, en ayant cette liste d'indicateurs. Alors, c'est un peu comme quand on fait une prise de sang, on a un tas d'indicateurs pour savoir si on n'est pas malade. Alors, c'est un peu la même chose. On a, en termes de biologie, en termes de biodiversité, de contaminants, etc., vous avez cette liste d'indicateurs. Donc, je dirais, ça contribue. Alors, ensuite, alors ça, c'est cette initiative européenne, c'est vraiment un peu statique. C'est comme votre prise de sang. Bon, instant T, voilà. Instant T, l'écosystème est en bonne santé ou l'est pas, et voilà ce qu'il faut faire. Alors maintenant, il y a une autre initiative, qui est complètement, je dirais, analogue à celle dont on a entendu parler, c'est celle du GIEC. Bien sûr, le GIEC, qu'est-ce que c'était ? C'était des scientifiques qui ont uni leur savoir, qui ont réuni dans un cadre cohérent. Alors, vous savez qu'il y a plein de disciplines. Il y a des gens qui travaillent sur la démographie, il y a des gens qui travaillent sur plein de choses, sur les modèles mathématiques du climat, et réunir ce savoir pour nous dire qu'est-ce que vont devenir, dans 20 ans, 30 ans, nos écosystèmes terrestres, nos écosystèmes marins, en termes de changement climatique. Aujourd'hui, il y a décliné de façon analogue l'IPBES, c'est-à-dire la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques, qui, alors, avec 15 ans de retard, parce qu'on a juste commencé l'année dernière cette initiative, mais qui est de mettre tous les savoirs
alors que ce soit, mettons, sur les écosystèmes marins, sur le changement climatique, sur la surexploitation, sur les marchés, sur les apports nord-sud, etc. Mettre tous ces savoirs ensemble pour nous dire qu'est-ce que vont devenir nos écosystèmes, quelles sont les contraintes que l'on aura en termes de développement, en termes d'exploitation dans les 20, 30 ou 40 prochaines années. Alors ça va nous prendre un temps incroyable et une énergie incroyable. Alors vous savez, en réalité, je crois qu'il y avait... Moi, je suis un grand admirateur de Diderot et d'Alembert parce qu'ils ont fait la même chose au XVIIIe siècle. Ils ont fait la même chose, c'est-à-dire qu'ils se sont dit la science est importante pour nous, humanité, et importante parce qu'elle est intégrée, parce que les problèmes sont complexes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils étaient 1000 personnes qui ont travaillé pendant 24 ans à faire cette encyclopédie, c'est-à-dire réunir toute cette science, tout ce savoir pour alimenter les politiques publiques et pour articuler la gestion et le développement humain. Alors, en réalité, l'IPBES, ça contribue un peu à la même chose, sauf que, bien sûr, c'est une entreprise internationale, ça va être des centaines de milliers de chercheurs qui vont contribuer à mettre leur savoir ensemble, l'articuler, et bien sûr, c'est devenu pas une affaire nationale, mais une affaire mondiale, parce que les problèmes, on le voit, sont des problèmes mondiaux. Ce faisant, donc, toutes ces initiatives sont prometteuses. J'espère qu'on réussira et j'espère qu'on replacera donc la recherche au centre des politiques publiques, une recherche intégrée, une recherche qui communiquera. Il reste que la nature, c'est une nature sauvage. Je vous l'ai dit, c'est notre dernière activité d'extraction d'une ressource sauvage. Donc il faudra s'adapter à ces rythmes. Il y a la flèche du temps, il y a l'homme avec cette flèche du temps, avec ses consommations. Il faudra aller vers des modes d'exploitation et de gestion qui soient plus lents. Ça, c'est concept un peu de slow fish. Alors slow fish, c'est bien en anglais parce que ça fait un poisson. Le poisson, il est lent, mais aussi les pêcheries devraient être un peu plus lentes. Donc c'est une métaphore pour la durabilité. Il faudra donc aller un peu plus lentement et maîtriser cette technologie qu'on utilise toujours pour exploiter plus. On va aller vers certainement rester petits, c'est-à-dire des exploitations qui seront plus petites, et puis manger, alors j'ai mis moins parce que c'est peut-être pour nous, mais peut-être pas pour les pays du Sud, et mieux. Donc voilà, donc il faudra rendre compatibles les prélèvements de la pêche, le renouvellement des ressources marines, et puis la mise en place de politiques actives et sociaux pour diminuer l'impact de la pêche. Aujourd'hui, vous savez, la pêche est subventionnée en Europe à 86%. Donc ces subventions-là, utilisons-les pour reconquérir aussi des emplois. Donc les pêches artisanales, il faudra aller vraiment vers des engins plus passifs, des engins plus économes en énergie fossile. Aujourd'hui, il y a un mode d'exploitation qui est le chalut, qui a tous les désavantages d'être gourmand en énergie fossile, de détruire beaucoup de biodiversité. Donc il faudra, si on veut reconstruire aussi ces écosystèmes, aller vers des modes beaucoup plus passifs, beaucoup plus sélectifs, on en a les moyens. Il faudra aussi peut-être changer nos consommations alimentaires. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, au Pérou, la plus grosse pêcherie du monde, on transforme 10 millions de tonnes dans le choix du Pérou en farine. Quand on discute de la sécurité alimentaire dans les 20 ans qui viennent, on viendra obligatoirement à discuter d'une protéine de grande qualité qui est transformée en poulet, en cochon, ou bien alors en saumon ou autres produits aquacoles. Voilà, et puis on viendra vers des consommations. Donc tout ça pour dire que c'est bien sûr, toutes ces discussions, c'est notre place dans la nature. Bien sûr, on est issu de la nature, on la domine, mais est-ce que ces discussions qu'on aura, quelle place on doit tenir, est-ce qu'on doit être en dehors de cette nature ou bien dedans, et s'adapter à ces rythmes et ces cycles naturels plutôt que de continuer cette flèche du temps. Je vous remercie.